Bonjour. Vous êtes écrivain, chroniqueur, vous avez donc rédigé une quarantaine de livres, traduits dans une trentaine de langues, parmi lesquels 101 expériences de philosophie quotidienne, Esprit d'enfance, Si je n'avais plus qu'une heure à vivre, ou plus récemment, Et si Platon revenait. Alors, le début de l'année est ce temps où l'on revient justement sur le fil du temps. Vous avez beaucoup écrit à ce sujet. Quelles sont vos pensées justement ce début d'année? Votre sujet sur les cartes de vœux vient de le montrer, ça continue. Chaque année, on a le sentiment finalement qu'une page se tourne et qu'il va y avoir des choses nouvelles. Et c'est très étrange si on y réfléchit juste quelques secondes, parce que nous savons tous qu'il ne va pas y avoir grand-chose de différent en 2019 par rapport à 2018, que la continuité du monde se poursuit à peu près à l'identique, et cependant, chaque année, nous avons aussi le sentiment qu'il y a une page qui se tourne. Nous avons aussi le sentiment qu'il va y avoir des choses différentes. Nous prenons des résolutions, nous faisons des vœux, nous envoyons des cartes. Et je crois que c'est un bon signe, un bon exemple des paradoxes du temps. Nous pensons l'écoulement du temps à la fois comme une répétition, puisque nous savons bien que les jours se suivent et d'une certaine manière se ressemblent, et nous pensons aussi, et c'est ça le paradoxe, mais la vie est truffée de paradoxes de ce genre, qu'il va y avoir l'émergence de nouveautés, et il y a effectivement aussi des innovations, des créations, des ruptures, des changements de vie, des changements de politique, et tout cela, finalement, est notre rapport au temps, qui fait l'objet, c'est ce que j'essaye de faire dans mes livres, qui peut faire l'objet d'expériences multiples. Alors, vous avez fait de nombreuses expériences par rapport au temps, notamment dans ce livre, Si je n'avais plus qu'une heure à vivre. Alors, vous écrivez finalement l'essentiel de ce que peut être une vie, la réflexion, la pensée d'une vie. Voilà, ce qui m'intéresse, moi, dans les exercices, les expériences que je fais, ce n'est pas des expériences de physique, évidemment, mais c'est l'idée d'expérience spirituelle, d'expérience existentielle. J'ai imaginé dans ce livre-là que, voilà, je suis dans la situation où il n'y a plus qu'une heure. Vous ressortez la quintessence d'une vie, de votre vie. Voilà, et en une heure, on a à dire ce qu'on a fait, ce qu'on a pensé, ce qu'on a cru, de la manière la plus accessible, la plus rapide, la plus directe, et j'écris une seule phrase, qui a une petite centaine de pages, qui se lit en une heure, et où j'essaye de parler du bonheur, qui n'est pas la félicité permanente, qui ne veut pas dire qu'on est tout le temps heureux, mais qui suppose aussi du négatif. De la vérité, vous parlez de la vérité. Je parle de la vérité, je parle du bonheur, je parle de l'amour, et je parle évidemment de la mort et du sens de la vie, mais aussi de l'ignorance, parce que je suis, comme philosophe, un penseur qui estime que nous n'avons pas de vérité, que nous sommes travaillés par ce désir, que nous la cherchons, la vérité, mais que nous sommes assez intelligents pour nous poser des questions et peut-être pas assez intelligents pour trouver les réponses. Voilà. Et donc, nous sommes dans cette recherche permanente de sens, de vrai, et aussi dans cette ignorance ultime, puisque nous ne savons pas pourquoi il y a un monde plutôt que rien, nous ne savons pas pourquoi nous existons, nous ne savons pas toujours non plus pourquoi nous aimons. Je dis dans ce petit livre qu'à la question « Pourquoi tu m'aimes ?», la seule réponse honnête serait « J'en sais rien ». Ne la faites jamais, parce que, évidemment, c'est très décevant. Mais c'est aussi le miracle de l'amour. Bien sûr, mais ce qui veut dire que ce qui nous est le plus essentiel, dans notre rapport aux autres, à nous-mêmes, à la vie, à la jouissance et à la douleur, tout cela, d'une certaine manière, même si nous nous interrogeons dessus, nous demeure plus ou moins énigmatique, plus ou moins mystérieux. Alors, vous proposez aussi dans votre quête du temps de faire des arrêts sur image avec notamment ce que vous proposez dans ce livre, Esprit d'enfance. Alors, c'est un livre qui revient sur une forme de candeur qu'on a pu oublier. Ce que vous proposez, c'est en fait de repartir dans cette réserve de vie. C'est ce que vous appelez l'esprit d'enfance, comme une réserve de vie. Je trouve que c'est une jolie appellation. Et vous dites pratiquer peu à peu l'esprit d'enfance comme on pratique une langue, un sport, une discipline, une ascèse. Oui, parce que l'enfance n'est pas derrière nous, elle est là, ici, maintenant, en nous.
Vous connaissez tous la chanson de Michel Sardou, vous savez, la rivière de notre enfance. Ce n'est pas du sang qui coule dans nos veines, c'est la rivière de notre enfance. Mais cette chanson que tout le monde connaît, elle dit, me semble-t-il, quelque chose de tout à fait vrai. Notre la rivière enfance, insolente. voilà, elle est là dans nos veines, notre enfance. Et du coup, bien sûr, il ne s'agit pas de faire l'enfant, de devenir tout d'un coup puéril ou irrationnel, comme si c'était mieux. Mais je crois qu'il y a à l'intérieur de nous, en permanence, cet étonnement de la première fois qui est possible à expérimenter, cette découverte soudaine, comme le font les enfants, des choses, des enthousiasmes, des tristesses. Donnons aussi plus de place à notre sensibilité, à nos émotions, contre une grande rationalité qui est celle de la philosophie, bien sûr, mais qui est aussi celle qui domine dans nos sociétés, où très souvent, il ne faut mieux pas montrer ses émotions, il ne vaut mieux pas se laisser aller à sa sensibilité, mais adopter le rôle, le masque, le visage que la société vous impose. Et je crois c'est l'autre versant de la vie adulte. Hein, c'est l'autre versant de la vie adulte, et je pense, si vous voulez, qu'il faut d'une certaine manière avancer, marcher, créer dans notre vie, dans cette tension. Nous sommes des adultes, évidemment, nous sommes rationnels, mais en même temps, il faut se servir de l'esprit d'enfance, de cette sensibilité, de cette candeur, parfois de cet illogisme, de ce sens du jeu aussi, qui est très important, pour pouvoir vivre de manière moins contrainte, plus souple, plus créative. Ce serait moins vivre et plus sentir, renifler d'une certaine façon. Absolument, oui, oui. Il faut savoir, je pense, le dis aussi dans « Si je n'avais plus qu'une heure à vivre », il n'y a pas à comprendre, il y a d'abord à sentir. Alors, c'est paradoxal quand c'est un philosophe qui le dit, mais je crois qu'il y a cette dimension sensible, poétique de l'existence qui est majeure. Alors cette dimension sensible de l'existence, on la retrouve également dans 101 expériences de philosophie quotidienne, où là encore, vous proposez une expérience du temps, comme par exemple faire durer le monde de 20 minutes, faire durer sa vie 20 minutes. Oui, alors évidemment... Alors vous dites, bon, l'effet effrayant ou rassurant, effectivement, c'est un peu les deux versants. Là, c'est un livre où je propose d'une certaine manière 101 jeux à faire. C'est des petits jeux. Ce sont une méditation. Si vous voulez, mais alors, c'est pas de la philosophie au sens où il y aurait des références, des citations, des concepts. C'est un livre qui veut vous faire éprouver des petits désagréments, des petites déstabilisations, des déclics, des petits malaises qui vous donnent ensuite à réfléchir. C'est l'idée, si vous voulez, de déséquilibrer les routines du quotidien. Notre temps, il est généralement fait de choses qui s'enchaînent, de tâches mécaniques, de séquençage, de routines. Et je préconise plutôt qu'à l'intérieur de cela, eh bien, on fasse des petits décalages, des petites expériences mentales, des jeux qui nous font penser. Faire durer le monde 20 minutes, ce serait quoi? Eh bien, imaginez que le monde où nous sommes, avec tout, avec ses musées, avec ses fossiles, avec son archéologie, etc., il vient d'apparaître. Il vient d'apparaître 20 minutes avec tous ses depuis à l'instant. Et il va durer 20 minutes. Et qu'est-ce que ça change? Vous voyez, nous avons soudain le sentiment... On existe pour 20 minutes. Nous existons pour 20 minutes. Alors nous n'existons plus du tout à fait de la même façon. Qu'est-ce que ça change dans notre tête? Ça nous fait, je crois, comprendre immédiatement que nous avons un rapport au passé qui est absolument impossible à défaire complètement, et nous avons aussi un rapport à l'avenir. Et il faut arrêter aussi, surtout dans le monde où nous sommes, qui est un monde qui imagine son apocalypse, ses effondrements. Vous savez bien que toujours aujourd'hui, on ne cesse de penser à la fin du monde. Ben, je crois qu'on voit les choses autrement si on pense que c'est dans 20 minutes, et si on pense qu'en fait, c'est rien d'autre qu'une illusion, et que le monde, heureusement, est infini. Bon, on va dire que 2019, c'est le début du monde. On va plutôt terminer sur une note... C'est le début d'un monde qui ne s'arrêtera pas. Merci beaucoup pour ces quelques minutes de philosophie en votre compagnie qui nous ont permis de prendre un peu de recul face au temps qui passe inexorable. Merci.